Bonjour Sophie Vanish. Bonjour. Salut Catherine. Salut Pierre. Sophie, tu es historienne. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, tu es historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste notamment de la Révolution française. On avait envie de revenir avec toi sur ce texte des généraux publié par le site Valeurs Actuelles, un texte séditieux qui fait peser une menace sur la République et la démocratie. Un texte pourtant qui n'a pas suscité beaucoup de réactions, en tout cas pas de réactions majeures, à commencer par le chef de l'État, qui est le chef des armées, et le gouvernement. Il y a tout juste eu un tweet de la ministre des Armées, Florence Parly, qui parle, elle, d'une tribune irresponsable signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes. Ce matin aussi, la ministre Agnès Pannier-Runacher a fustigé un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. Marine Le Pen, elle, a réagi sur ce même site, Valeurs Actuelles, où elle appelle les généraux à la rejoindre dans son combat pour la France. Alors Sophie, quel regard est-ce que tu portes sur ce texte? Il intervient 60 ans jour pour jour après le putsch des généraux, qu'on appelle aussi le putsch d'Alger. Quelle signification, quel message cette référence envoie-t-elle? La référence au putsch d'Alger en tant que date, je ne sais pas si c'est le point fondamental. Moi, ce qui me paraît le plus grave dans toute cette affaire, c'est la transformation du texte en pétition. Et c'est-à-dire la recherche d'une légitimation par le nombre et la société civile qui est complètement actuelle et qui est donc une tout à fait autre forme, un processus de légitimation de quelque chose qui est absolument non républicain, qui est effectivement cet appel aux armes, à un moment où on sait très bien que cette violence légitime de l'État est dans les mains de corps qui sont très contaminés, j'oserais dire, par l'idéologie du Front National et l'adhésion au Front National, au Rassemblement National. Donc, je pense que la pétition est l'objet inquiétant dans tout ça, parce qu'il ne s'agit plus simplement de généraux à la retraite, mais d'un appel à une société civile qui peut effectivement, à 30% de taux de votants, se manifester de manière forte. Catherine, je l'ai dit, le texte, en dehors d'une partie de la gauche, ça n'a pas fait beaucoup réagir. Est-ce qu'on ne surestime pas la portée de ce texte qui, comme le dit la ministre des Armées, n'est attribué qu'à des généraux à la retraite? Pourquoi il faudrait s'inquiéter de ce texte? Alors moi, je pense qu'il faut s'en inquiéter d'abord parce que c'est un texte justement qui ne parle pas de l'armée. Je dirais la dernière fois qu'un haut responsable de l'armée a été sanctionné pour avoir outrepassé son devoir de réserve, c'était le général de Villiers en 2017. Qu'il avait été recadré et licencié, limogé par Macron sur des enjeux de moyens attribués à l'armée. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Là, il s'agit d'un texte politique. Il n'est question que de politique dans ce texte. Sophie vient de dire que c'est un texte non seulement politique, mais qui appelle à la mobilisation par cette recherche de signatures. Moi, je pense quand même que le fait qu'il sorte jour pour jour 60 ans après la tentative de coup d'État des généraux contre l'indépendance de l'Algérie en 1961, et quand même rajoute, je dirais, à la dimension politique et symbolique de ce texte. Ce n'est évidemment, ils auraient pu choisir de le sortir le 17 avril, le 22, le 8 mai. Non, ils décident de le sortir jour pour jour, le 60e anniversaire. Donc, ils s'inscrivent dans une continuité dans une filiation historique qui est putschiste. Donc, c'est un texte politique. Deux, c'est un texte inscrit dans une tradition, dans une histoire putschiste. Et donc, je ne comprends pas qu'il soit fait si peu de cas de ce texte au sommet d'État. Ce texte me paraît d'une gravité incroyable. On reviendra sans doute sur le contenu de ce texte, mais déjà, en soi, sa date, sa forme politique et sa forme pétitionnaire, ça fait un ensemble qui suffit à nous mettre en alerte. Sophie, on parlait d'armée tout à l'heure. C'est quoi l'histoire de la République et de ses armées? On voit effectivement ce qu'est la police dans un État. On voit parfois un peu moins ce que peut représenter l'armée au sein de la République. Comment se construit cette relation entre armée et République dans l'histoire? Alors, du côté des fondements de la République avec la Révolution française, très clairement, il est absolument nécessaire que l'armée soit soumise au pouvoir civil des gouvernements.
Et il y a une crainte très forte que dans certaines circonstances guerrières, l'armée prenne le pouvoir. Et donc, il y a une inquiétude sourde pendant toute la Révolution française contre le risque qu'ils appellent de stratocratie, c'est-à-dire la prise de pouvoir par un général, victorieux ou pas victorieux, en tout cas par l'armée. Donc, c'est quelque chose qui est toujours délicat de savoir si le pouvoir politique va être capable de maintenir son armée comme outil et non pas comme rival. Et donc, il y a quelque chose qui, de ce point de vue-là, se répète. Évidemment, ce qui est le plus connu, c'est le boulangisme, par exemple. Et puis, effectivement, les putschs qui sont évoqués, là, pour nous, beaucoup plus proches de la question avec l'année 58 et bien sûr le putsch des généraux. Mais on est là dans une situation bien particulière, car pour pouvoir maintenir une armée en situation d'obéissance au pouvoir politique, on comptait beaucoup sur les appelés. Et donc là, on est dans une situation où il n'y a plus d'appelés qui puissent retenir ces velléités. Alors évidemment, on ne sait pas si ces retraités ont des relais suffisamment puissants du côté de ceux qui ne le sont pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la question des armes aujourd'hui, elle est souterraine et qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe du côté du Front National. C'est-à-dire que moi, j'avoue que moi, je trouve ça très inquiétant, mais j'ai peur d'une forme qui soit totalement différente de celle des généraux, même si ça fait appel à l'idée d'un salut public qui avait déjà été utilisé en retournant le sens révolutionnaire. Et je pense que la tactique depuis maintenant très longtemps du Front National puis du Rassemblement National, c'est d'utiliser le vocabulaire de la Révolution française, voire de la résistance, pour le retourner contre. Et là, en l'occurrence, d'utiliser le vocabulaire de la République pour retourner contre les droits de l'homme et du citoyen. Catherine, Benoît Hamon a parlé de menace d'un coup d'État militaire. Ça te paraît être le sens même de ce texte? C'est le risque que fait peser ce texte? Coup d'État militaire? Alors moi, il le fait planer. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est nous avons les forces, nous sommes nombreux, parce qu'en fait, quelle est l'importance de ce texte? En effet, comme l'a souligné Sophie au début, c'est le nombre de signatures. C'est-à-dire qu'il y a les 20 généraux, mais il y a aussi le millier donc, de gradés ou de militaires, de simples militaires, qui ont signé ce texte. C'est-à-dire qu'en fait, et très probablement, on n'imagine pas que le passage à la retraite coupe tout lien et vous fasse passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire qu'on s'exprime, c'est comme s'il y avait la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire ceux qui peuvent parler parce qu'ils sont à la retraite, sur lequel on ne peut plus intervenir, enfin, parce qu'on ne peut plus sanctionner, qu'on ne peut plus démoger, mais la masse vraiment est en tant que telle un véritable signal d'alarme du point de vue de la question que tu poses. Bon, je pense que c'est aussi les conditions, le moment politique dans lequel cela intervient qui me semble être très inquiétant. C'est-à-dire qu'on est dans un moment de grande fragilité politique, institutionnelle, avec cette crise sanitaire et la crise économique et la crise de perspective d'une façon générale, plus l'affaissement du président de la République, qui nous mettent dans une incertitude sur l'avenir. Et dernier élément, évidemment, ce n'est pas simplement une menace de putsch, c'est aussi un appui à Marine Le Pen, un appui de poids, de force à Marine Le Pen. Nous serons à vos côtés. C'est ça qu'il laisse entendre dans ce texte. On va revenir évidemment sur la question de l'extrême droite, mais Sophie, Catherine vient de parler de fragilité, de moments de fragilité. Dans quel contexte naissent justement généralement les putschs ou ces tentatives d'État militaire? Est-ce qu'on est justement dans cette espèce de fragilité politique, dans ce moment politique qui pourrait laisser entendre qu'une situation pré-putschiste serait envisageable? Moi, je ne suis pas spécialiste des putschs, il faut être honnête. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est des situations où les sociétés sont unifiées et des situations où les sociétés sont divisées sur un mode binaire.
Alors, nous, on n'est pas vraiment sur un mode binaire, mais il y a toute une série de thèmes politiques qui divisent sur un mode binaire. Et du coup, il y a quand même quelque chose qui est dans l'air sur la notion de guerre civile. Or, c'est cette notion de guerre civile qui met en valeur. Et donc, ça vient attiser un désir d'en découdre qui, en ce moment, traverse la société et qui risque de mettre à vif des sensibilités qui peuvent faire le choix, effectivement, de descendre dans la rue et d'assumer cet affrontement. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est un piège, et que ce piège tendu, on ne sait pas comment il va être pris. Toujours est-il que les généraux ne peuvent faire quelque chose que s'il se passe réellement quelque chose dans la rue. Il n'y a pas de possibilité de putsch sans situation qui s'est envenimée en amont. Et donc, la question, c'est comment la situation peut être apaisée ou encore envenimée. Je pense que le silence et les quelques tweets de la ministre témoignent d'une incapacité à apaiser par les mots. Donc, ils ont essayé de faire silence pour ne pas alarmer. Donc, c'est plutôt ne pas alarmer qu'apaiser. Après, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une partie de l'armée qui doit rester saine. Jusqu'à quel point on le saura en situation, si jamais la situation se présente. Et ce qui est inquiétant, c'est la grande confusion qui règne aujourd'hui sur la nature même de ce qu'est une république et une démocratie. Et donc là-dessus, je pense qu'on n'a jamais été à ce point confus depuis les débuts de la Ve République. Et je pense parce que justement l'usage des institutions non démocratiques de la Ve République n'a jamais été aussi fort. C'est-à-dire que les institutions ont toujours été antidémocratiques avec la Ve, mais il y en avait un usage qui était faible. Alors qu'aujourd'hui, au moins depuis 2016, eh bien, on a quelque chose de très autoritaire, à commencer par l'état d'urgence continu et permanent, une loi travail qui a été votée par le 49.3, tout un système de décrets, l'accélération du processus dans la mesure où elles n'ont pas le soutien de la population. Et donc, on est dans une situation où personne ne peut se réclamer dans l'affrontement qui va avoir lieu entre ceux qui représentent le gouvernement légitime et cette armée. Personne ne peut dire qu'il est blanc-bleu du côté de la démocratie. Ce qui fait qu'on est dans une situation qui est particulièrement que la société civile, elle n'est pas à agir. Je crois on a un peu perdu Sophie, non? Sophie, tu nous entends? Là, Je suis là à nouveau, mais je ne sais pas si. Ouais, il y a eu un bug à couper le montage, juste un petit bug. Et, vous savez l'endroit, parce que je peux éventuellement reprendre. C'était au moment où tu parlais de la menace sur la République, sur la question de la République. Tu dis personne n'est blanc-bleu. Voilà, je pense qu'il y a trop de choses qui ont été autoritaires, ce qui fait que le risque, c'est qu'il n'y ait personne pour défendre une démocratie qui n'en est plus une. Catherine, pour toi, c'est clairement une opération orchestrée par l'extrême droite. On voit des généraux d'un côté, des militaires, un média d'extrême droite, Valeurs Actuelles, qui publie une lettre. Marine Le Pen, qui dans la foulée répond à cette lettre en disant aux généraux rejoignez-moi pour défendre la patrie et défendre la France. Ça ressemble à une opération orchestrée de l'extrême droite pour toi? Alors, je pense que c'est absolument évident par le contenu de ce texte, par la réaction immédiate de Marine Le Pen, comme tu l'as dit, par le support qui a recueilli cette pétition. Comment dire, c'est même d'ailleurs assez étonnant, en fait, la gauche qui sonne l'alarme ne s'en rend compte que ce week-end. C'est-à-dire qu'en fait, comme à gauche, personne ne gouverne à l'heure actuelle, personne n'avait vu ce texte qui est quand même publié depuis jeudi, et c'est seulement ce week-end qu'on s'en rend compte. C'est-à-dire ça dit bien que c'est dans une bulle, dans un univers de l'extrême droite que tout ça s'est passé dans un jeu de ping-pong et de je te passe les points et je te mets en valeur, etc.
Ce que je voulais dire aussi à propos de ce que vient de dire Sophie et qui nous éclaire aussi sur ce texte, c'est il y a deux éléments qui sont… l'analyse du texte porte sur… Il y a 3 points qui montrent que notre pays est en déréliction, en train d'éclater. C'est l'islamo-gauchisme, premier point. Deuxième point, l'islamisme, donc ils ne prennent même pas le soin de dire islamisme radical, hein, c'est l'islamisme et les hordes de banlieue. L'islamo-gauchisme d'une part, les classes dangereuses de banlieue d'autre part. Et le troisième point, assez inattendu, c'est la référence aux gilets jaunes. Or, bon, évidemment, en faisant référence aux gilets jaunes, il s'approprie une certaine légitimité de ce mouvement dans l'opinion publique, y compris dans l'opinion publique proche de l'extrême droite. Mais ce qui me frappe aussi, c'est qu'en fait, dans l'affaire des gilets jaunes, c'est quand même la police qui était en première ligne. Or là, il parle depuis l'armée, mais au nom de tous ceux qui ont été appelés face aux gilets jaunes, c'est-à-dire notamment la police. Et donc là, ce qui me paraît encore plus inquiétant, c'est qu'il y a comme s'ils étaient les porte-paroles de l'armée et de la police, c'est-à-dire de ces deux forces de coercition dont dispose l'État à l'intérieur et à l'extérieur. Et ils s'arrogent cette puissance-là. Donc, ce n'est pas simplement un problème d'armée, là, ça devient un problème des forces, des forces du pouvoir de l'État contre éventuellement son peuple, etc. Et donc, ça me semble cette dimension de référence aux Gilets jaunes, d'abord leste un peu plus le texte politiquement, du côté de la politique, et d'autre part, élargit le champ de leur intervention de l'armée à l'armée et la police. Finalement, on voit bien… Qui sont les deux corps, excuse-moi, qui sont deux corps dans lesquels on sait l'influence de Marine Le Pen. On le sait par exemple parce qu'il y a des bureaux de vote dans lesquels il n'y a pratiquement que des électeurs, là où il y a des casernes de militaires ou des lieux où il y a beaucoup de policiers. On voit l'influence du vote d'extrême droite dans ces endroits-là. Et c'est très significatif. C'est-à-dire qu'on peut espérer qu'il y a encore quelque chose de sain dans ce corps-là, mais en tout cas, il est certainement très malade. Et dans ce que disait Sophie tout à l'heure, qui est comment on traite cette question quand on dirige la France, là, pour l'instant, c'est l'esquive. Ils essayent de contourner le problème. Ils ne cessent d'essayer de l'amadouer. Et ça, depuis 2007, on voit qu'il y a une politique, notamment au ministère de l'Intérieur, pour donner des signes de compréhension, de satisfaction, etc. Aux forces de police. Et en tout cas, la question de fond, qui est celle du rapport des fonctions, des finalités de ces deux corps, de leur logique profonde, de leurs valeurs, n'est jamais traitée par l'État. Et bon, on sait qu'évidemment, ils refusent de faire le contrôle, enfin de mettre un terme au contrôle aux faciès. Et tous ces éléments qui aggravent la menace d'une sécession entre la police, l'armée d'une part et le corps national d'autre part.